Bonjour. Donc on vient ici donc pour faire un retour d'expérience. Donc le sujet a déjà été pas mal amené. Mathéo qui est ici, qui est chef de projet chez MVRDV, et moi-même qui suis responsable du développement en France. On va essayer de vous présenter ici qu'est-ce que c'est que l'exploitation de la donnée chez MVRDV, comment on l'a fait depuis la création de l'agence. On a toujours eu une approche qui est assez expérimentale et complètement collective. Comment on gère cette donnée et comment elle nous sert dans les projets. Donc, pour faire l'image un peu globale, MVRDV, c'est une agence qui a été fondée par ces trois personnes, donc Winnie Mas, Jacob Van Ries et Nathalie De Vries, qui est maintenant présente. Donc il y a 5 agences, plus de 1500 projets. Ce qu'on entend par projet, c'est assez important aussi, c'est tout ce sur quoi on a pu travailler. Donc ça peut être ce qui est conceptuel, ça peut être des projets réalisés ou en cours, comme ça peut être aussi les concours perdus. Et tout ça dans 47 pays. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent nourrir la donnée qu'on va utiliser et qui est utilisée au quotidien par 300 personnes. Maintenant, on est 300 architectes. Donc l'agence a été créée à Rotterdam. C'est important aussi de dire qu'on a une agence qui est à Paris. Donc toute cette utilisation qu'on va faire de la donnée, on le fait aussi dans un cadre législatif qui est le nôtre en France. On s'en sert partout. On s'en sert à travers chacune des agences. Donc, on a toujours considéré l'acte architectural comme un acte d'exploration. Donc c'est de l'exploration, on va dire, de la forme, mais c'est surtout une exploration de nouvelles méthodes de conception, de nouveaux systèmes de décision. Et on a du coup cette donnée qu'on utilise comme vraiment un élément brut, au même titre que l'espace, que le béton, que ces choses-là. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de travailler, qui va nous permettre de développer des projets. On va voir aussi comment en 30 ans, puisque l'agence a été créée en 93, comment en 30 ans on a fait évoluer cette utilisation de la donnée, des premières itérations éditoriales, on va dire, jusqu'à maintenant, l'utilisation qu'on en fait et l'utilisation qu'on a vraiment de la donnée de manière beaucoup plus poussée. Donc ici on voit un certain nombre de publications qui sont généralement bâties avec... Enfin, c'est un processus commun, c'est rare qu'on participe à tout ça seul dans notre coin, notamment avec des universités. Donc, ici ce qu'on voit c'est la Wayfactory ADEPT qui est un laboratoire de recherche, un think tank qui travaille sur la ville du futur. Voilà, c'est un think tank prospectif qui est dédié à l'étude du futur de la ville, l'étude prospective du futur de la ville. C'est composé d'étudiants, d'architectes, de chercheurs, et l'objectif de la Wayfactory, ça va être d'essayer de définir les formes de la ville à partir d'outils génératifs. Et l'objectif final, c'est d'arrêter de considérer la ville comme quelque chose de figé, mais plus comme un système évolutif qui serait basé sur la donnée. Donc c'est très public, hein, tous les travaux de la Wayfactory sont publiés, comme on le voit là. C'est souvent des spéculations qui sont très radicales, donc c'est très conceptuel. Et nous, au sein d'MVRDV, donc on fait un petit bond dans le temps, là on est en 98, on a dès le début publié, donc là en l'occurrence c'est Pharmax, c'est un ouvrage qui est très orienté sur la question de la densité dans la ville. Et l'idée c'est de maximiser le contenu plutôt que la forme. Donc c'est-à-dire que en fonction de données qu'on va commencer à utiliser, on va pouvoir extraire une forme architecturale au service de la densification de la ville. Donc un exemple tout bête, c'est ici une loi aux Pays-Bas qui dit que les immeubles doivent recevoir au minimum 3 heures d'ensoleillement par jour. On étudie la course du soleil, on étudie à différentes saisons, à différents moments de la journée, et à la fin on arrive à une forme qui est une forme de densification ultime, qui est celle-ci, et qui dit bah, là on respecte, on densifie au maximum la ville et on respecte complètement la législation. En passant rapidement aussi sur MetaCity et DataTown, donc là on est 1 an après,
Et Metacity, c'est un livre qui projette la ville comme si c'était de la donnée brute. Donc c'est une vision brute de la donnée de la ville. Donc ça a vieilli, il y a 26 ans. C'est pas tout à fait récent, mais ça donnait des choses comme ça. Donc ça c'est la ville où on vit, ça c'est la ville où on respire, ça c'est la ville, c'est les déchets, c'est la ville des déchets, etc. Et en fait, on fait un bond dans le temps maintenant 15 ans plus tard, avec MVRDV Next, qui est cette équipe qui s'occupe de tous ces travaux-là, qui est un studio transversal qui travaille sur tous les projets chez MVRDV et qui crée des outils. Donc l'idée chez Next, c'est de transformer la donnée en quelque chose de structuré, quelque chose de palpable. Donc je disais qu'on créait des outils, typiquement celui-là c'est Roofscape, qui a été créé par Next, c'est une étude à partir de données qui ont été traitées par l'équipe. C'est une étude des toits à Rotterdam. Donc Rotterdam est une ville qui a été détruite à 80 ou 90% pendant la guerre, donc il y a beaucoup de toits plats, c'est la chance qu'on a pour ça. Donc là, c'est juste une vision de les toits, quels immeubles étaient construits avant au 19e siècle, lesquels ont été construits après. Mais à partir de là, on va être capable de dire, voilà les toits qui pourraient accueillir potentiellement des fonctions sociales. Donc des gens qui se rencontrent, des bars, des choses comme ça, lesquels vont être capables d'accueillir des toitures végétalisées. Et tout ça en ayant traité la donnée sur un logiciel qui est dédié. Et donc là, c'est très abstrait. Ça a été concret avec les pouvoirs publics à Rotterdam. On a fait le Rotterdam Rooftop Walk, qui est cette chose-là, qui fait 600 mètres de long et qui était une traduction un petit peu concrète du logiciel Rooftop. De dire, les habitants de Rotterdam vont pouvoir venir habiter leur toit et eux se projeter dans qu'est-ce qu'on va faire de nos toits et ainsi de suite. Ensuite, MVRDV Climate, on remarque que c'est la même photo parce que on a toujours lié, c'est la même équipe, on a toujours lié le développement durable depuis que cette équipe a été créée à l'innovation. Donc, c'est la même équipe, fort du constat que 39% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale sont émises par le bâtiment et le secteur de la construction. Et fort de toutes les données qu'on a eues sur nos projets précédents, on a mis en place des Carbon Guidelines. Donc on ne va pas les détailler ici. L'idée c'était de dire que, hors accord de Paris 2030, mais bon, au global, 1 mètre carré de neuf à construire équivaut à un vol dans New York. Donc à partir de là, dans toute la donnée qu'on avait emmagasinée sur nos projets, on a regardé 55% vient de la structure, et parmi ces 55% de structure, 68% vient de la dalle. C'est quelque chose qui nous sert, c'est quelque chose qui nous a permis d'avoir un peu les 11 commandements de l'architecte chez MVRDV, que tout le monde est censé connaître, tout le monde connaît. Et il y en a 11 parce que le numéro 0, c'est ne construisez pas de neuf. Et pour pousser encore ça un peu plus loin, puisqu'on fait des outils, on a créé notre propre outil qui est Carbonscape, qui est un outil qui permet de visualiser, de jouer avec tout un tas de variables sur le projet, que ce soit les matériaux, que ce soit la structure, la typologie de structure, de faire varier tout ça en direct, de le rendre visible, de le rendre palpable, que tout le monde puisse utiliser. Et ça nous donne, ça ressemble à ça, et ça nous donne, typiquement, là on voit sur la flèche de droite qu'il y a un scénario qui est ultra favorable, l'autre qui l'est moins. Et en dessous, on peut voir ce qui est lié dedans à la superstructure, parce qu'il y a une partie de la superstructure qui est en béton, l'autre qui est en bois, et ainsi de suite. Et on joue avec ça, et on l'a déjà appliqué dans plein de projets que Mathéo va présenter. Donc, c'est les grands axes de Next qu'on va présenter, qui sont la recherche et développement, les options de conception, etc., qui vont être illustrés, dans des projets concrets, on va dire, au-delà des grandes paroles. Donc, bonjour à tous. Je reprends la main sur cette belle introduction d'Étienne, effectivement sur ces grands axes, et toujours sur l'axe encore plus grand de la conception générative, qui a été mentionné aussi dans la présentation d'avant, ce qui est effectivement la première grande étape qui nous accompagne toujours vers l'approche, vers l'utilisation des layers.
Effectivement, on commence par l'échelle urbaine, donc il parle de la recherche et le développement que nous faisons de façon constante, en particulier avec les municipalités. On vous apporte ici un exemple de la ville de Rotterdam, qui fait face à une pénurie estimée de logements dans son tissu urbain de 50 000 logements. Et nous nous concentrons effectivement dans cette étude, grâce à nos outils aussi, sur la densification et d'une façon durable de retrouver une réponse à cette pénurie dans les centres-villes. Et du coup, nous prenons effectivement l'emprise maximale dans ces centres-villes que vous voyez en rouge. On fait abstraction des routes, des espaces publics qui sont conservés voilà, dans notre vision future. Et on fait une exclusion violente des 100 mètres en accord avec les PLU, enfin les règles d'urbanisme local. Et c'est à partir de là, par contre, qu'on commence à travailler un peu plus en finesse. On prend ces gros volumes de 100 mètres, on les subdivise dans une maille 3D et on en ressort des modules idéaux, des petits modules. On en évalue l'impact sur l'ensoleillement des bâtiments avoisinants, sur l'ensemble du contexte. Et à partir de là, c'est là où nos outils, en fait, la conception générative rentre en jeu, parce que nous commençons à soustraire, grâce à nos algorithmes, à nos scripts, 1, 2, 10, 50 modules pour avoir une vision du centre-ville de Dément pour la ville de Rotterdam. Ce qui reste toujours abstrait, voilà, c'est une vision théorique, mais qui nous permet aujourd'hui, même en faisant des exercices de densité des programmations, de pouvoir apporter à la ville, à la municipalité et aux investisseurs futurs une vision des bases. Vous pouvez remarquer, il y a des volumes qui sont totalement inconstructibles, mais le but, c'est pas de construire exactement ça, mais c'est d'y rapprocher et d'en conserver les principes de base. Et si on descend un peu d'échelle, on rentre un peu dans l'échelle de l'architecture, du projet, avec un exemple plus local, plus français, on peut vous montrer effectivement le projet de la Serre, ici les Moulineaux. La Serre, c'est un projet de logement, c'est une petite tour, ce n'est pas une IGH, mais qui est conçue, était en phase de construction près de Paris, ici les Moulineaux, dans un petit îlot, pardon. Mais c'est un projet effectivement qui est intéressant parce que dès la conception, nous avons commencé à jouer avec les outils génératifs et on a forcé la machine, sur la base des 5 plans types, de nous proposer plusieurs solutions, parmi lesquelles on aurait voulu choisir pour apporter la solution la plus durable, la plus esthétique et la plus efficace. Alors, vous voyez qu'on est parti en s'attendant 150 solutions, on est arrivé à 6500 environ. C'est là où aussi le rôle de l'architecte rentre en jeu, c'est-à-dire que, évidemment, alors on n'est pas au courant si nos architectes ont regardé les 6500, mais quoi qu'il en soit, ça a été analysé par catégorie, et on est arrivé à la solution qui nous paraissait la plus efficace, la plus durable, et on l'a développée sur nos plans de phase d'étude, dans nos permis de construire. Et à l'aide aussi d'autres scripts par la suite, quand le projet était bien figé, on a aussi essayé de développer de façon efficace et rapide aussi l'étude par exemple pour notre client, pour étudier rapidement les espaces extérieurs ou les espaces verts, pour arriver enfin à un résultat des visuels satisfaisants, un projet satisfaisant qui aujourd'hui est en construction, que nous vous invitons aussi à venir visiter si vous passez par Paris. En restant à l'échelle de projet et dans un cas de figure, deux cas de figure qui sont pratiques sur la rationalisation aussi, nous chez VRDV, on est une agence, pour ceux qui ne connaissent pas, on aime bien jouer avec les volumes, on aime bien les géométries complexes, mais on fait face aussi à la réalité des chantiers. On fait face aussi à la réalité des entreprises qui ne vont pas être contentes. Voilà, si on fait des choses trop compliquées sans les justifier et sans les rationaliser. Et c'est le cas par exemple dans un bâtiment électronique comme Valais dans la ville d'Amsterdam, sur lesquels on a fait le même exercice que la Serre, mais en fait on allait plus loin près de la construction pour analyser vraiment des solutions simples et efficaces pour proposer par exemple des plans de calpinage façade.
Vous voyez un peu la tête du bâtiment, il est à 1000 facettes. Pour faire ça à la main, ça aurait pris des mois, plein d'erreurs, plein d'échanges avec les entreprises. Et aujourd'hui, en fait, cette conception générative que vous voyez à droite, ce qui a été fait par nous, ça nous a permis de sortir des plans façades prêts à être livrés à l'entreprise pour la construction. Et vous voyez, voilà, une vue aérienne qui montre la complexité. Si vous passez par ce projet, vraiment faites attention au calpinage, parce que c'est vraiment impressionnant à quel point c'est précis, peaufiné, il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment magnifique. Et en passant à un cas de figure similaire, et toujours local, c'est la rénovation des Lapardieu à Lyon, projet central pour la ville, qui a été livré récemment dans les dernières années. C'est un projet qui rapproche le public du clos couvert, de manière générale. En fait, il y a une porosité, oui, bien dans les centres commerciaux, mais aussi on fait monter le public sur nos toitures. On laisse vraiment profiter les gens de ce projet, mais en fait, on a une perception des façades à tout niveau. Et du coup, en fait, on s'est vraiment concentré, comme ça s'appelle tradition chez RDV, sur l'enveloppe, qui est aujourd'hui constituée par le 65% des façades existantes du centre commercial d'avant, qui ont été déclinées et modifiées et reproposées sous d'autres formes, avec des évaporations, des façades un peu plus ventilées, toujours en partant de la façade existante, que vous voyez à l'écran, qui a été déposée et nettoyée, en étudiant la matrice, comme vous voyez là, de façon numérique, et reproposée, comme on disait, sous forme d'évaporation sur l'ensemble du projet. Et c'est là, encore, pour se répéter, ça a été fait avec des outils génératifs internes que nous avons développés avec la cellule Next, qui Étienne présentait. Et voilà, et ça c'est quelques visuels du résultat qui peut donner, qui peut paraître aléatoire, mais qui ne l'est pas du tout. C'est totalement maîtrisé. Et en parlant effectivement d'un geste durable, de rénovation de façade en utilisant l'existant, on rentre un peu dans le sujet de l'évaluation des performances avec les projets Tour et Taxi. Les Tour et Taxi à Bruxelles, il s'agit de 2 tours, logement et bureaux, posés sur un socle, comment à l'intérieur, enfin au sein du ZAC que nous avons nous-mêmes dessiné. On part d'IGH, la plus haute fait plus de 100 mètres de hauteur. Il a été des suites questions de se dire on fait des IGH, on va avoir un problème d'impact carbone, c'est un problème commun dans ce type de construction. Du coup, nous avons commencé à étudier avec notre outil Carbonscape quels sont vraiment les éléments les plus impactants sur les poids carbone. Du coup, nous avons bien évidemment commencé à investiguer la structure porteuse verticale, les poteaux, les fondations, pour aller enfin à une réflexion assez claire que c'était plutôt les poids qu'il fallait réduire ces IGH. Et du coup, nous avons, je passe vite parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais nous avons analysé la matérialité également, mais sont arrivés à cette conclusion, en fait, qu'il fallait travailler sur les planchers et sur les façades. Du coup, grâce à des planchers en bois, on a pu réduire les poids. À un système de façades plus léger, on a pu réduire les poids. Et par conséquent, notre structure verticale s'est réduite, les sections se sont réduites, et les fondations également sont moins profondes et moins importantes. Ce qui nous amène enfin à un résultat de 4-5 kg maximum de CO2 par mètre carré, ce qui est pour un IGH incroyable si on le réfléchit par rapport, par exemple, au seuil 2031 de la RE 2020 française. Donc on est bien en dessous. Et pour continuer sur l'évaluation des performances, on vous apporte aussi un petit exemple d'une usine. Ça, c'est le projet Saint-Roch. C'est une usine de production de panneaux photovoltaïques à Taïwan. La mission nous a été confiée en conception et nous avons effectivement commencé à étudier comment transformer ce volume en partant d'un haut à gauche pour arriver en bas à droite, comme disait Story, tout en prenant en compte l'exposition au soleil et tout en prenant en compte aussi, pour rentrer un peu plus dans le détail, tous les 9 modules, tous les 9 panneaux, comment augmenter, rendre plus efficace les rendements de ces bâtiments qui est aujourd'hui en construction.
voilà, qui est plutôt fidèle à la conception d'origine. Et tout cela a été fait toujours, voilà, justement, avec des algorithmes, des scripts voilà, que nous avons développés. Et ce bâtiment, au-delà de se faire, l'usine, une autopublicité vis-à-vis de ses clients, c'est un bâtiment qui garantit 1,2 million de kilowattheures par an, ce qui est énorme. Et pour terminer, sur les projets, on vous présente un bâtiment qui est iconique en soi pour sa caractéristique principale, ce qui est d'être totalement démontable, exception faite pour une partie de fondation. C'est un bâtiment qui a été conçu pour être catalogué dans n'importe quelle pièce. Ça a été catalogué en 120 000 pièces que nous allons vous montrer. Aujourd'hui, c'est accueilli de bureaux, de laboratoires de recherche. Et on parle aussi par ces projets, de recyclage, de upcycling, de réversibilité. Aujourd'hui, avec ce concept de catalogue, on est capable dans un demain, dans un avenir, de prendre partie du bâtiment, le démonter, le recycler dans un autre chantier, ou donner une nouvelle vie à ces matérialités, sans pour autant démolir ou détruire les bâtiments en entier, ou en cas de réversibilité, si on veut donner une nouvelle fonction à ces bâtiments, on est capable assez facilement, on dit assez parce que ça reste des gestes d'un démon du bâtiment, mais avec une certaine simplicité, on peut changer un morceau de façade, travailler sur les noyaux, essayer voilà, de convertir sans passer par une démolition un bâtiment. Et ça, c'est le visuel, effectivement. On a les éléments structurels, on a les éléments techniques, on a les cloisons, on a les mobiliers qui ont été inclus dans ces 120 000. Et voilà. Donc, et ça, c'est le dernier projet que l'on vous présente. Mais justement, vous allez nous dire, on n'a pas parlé d'AI. Ça, en fait, pour nous, c'est les débuts de schéma. Et on arrive, c'est pour ça qu'on dit conclusion, on met un point d'interrogation, parce qu'en quelque sorte, c'est des gestes précurseurs. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit à gauche, ce qu'on vous a montré jusqu'à là, c'est qu'on a utilisé nos données, nos contraintes urbaines, les contraintes données par les clients. Voilà, on a construit une logique avec les algorithmes, les scripts, pour arriver à un résultat qu'on ne connaît pas vraiment. On a une idée, mais on peut avoir plusieurs solutions. On a un débat, on peut avoir 6500 solutions, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et puis on choisit. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, on commence à s'en approprier maintenant, on donne une masse des données, des contraintes, des demandes, et on demande exactement un résultat. Lui, on fait ça, et c'est l'AI, effectivement, qui construit la logique et la méthode. Et comment cela nous accompagne dans les processus créatifs, c'est un accompagnement. En fait, c'est un sac de nœuds, notre conception, et le long de ce parcours qui démarre dans l'inspiration, puis la conceptualisation et le développement, l'AI nous accompagne au fil du temps. Et c'est un peu, ça recalque ce qui a été présenté tout à l'heure aussi, on peut jouer et transformer facilement avec Midjourney ce logiciel dans Super Pinterest, si on veut retrouver pas des références forcément, même des références imaginaires mais plus adaptées à nos besoins. On peut jouer, donner un prompt, des contraintes sur un site, et dire on veut un bâtiment style BRTV, voilà, avec ses caractéristiques, plus des porte-à-faux, moins d'ouverture, voilà, et obtenir 40-50 résultats et s'en inspirer. On peut très bien jouer sur nos bâtiments déjà construits pour faire de la communication comme aujourd'hui et placer les dipots de Rotterdam près d'un lac en Suisse. Et on peut aussi, bien sûr, comme ça a été montré, prendre des sketchs et les transformer en bâtiment. Bon, ça, c'est un sketch plutôt joli, mais on sait faire ça aussi avec des sketchs qui sont vachement plus bruts, plus simplifiés. Et de la même manière, on peut prendre nos maquettes, que ce soit un volume simple, juste un cube, ou alors une maquette un peu plus travaillée comme celle-là. On a le choix, soit passer par Inkscape, voilà, des logiciels simples, quand même rapides, mais peut-être avec moins d'efforts, moins de temps, le passer sur un outil AI, très simplement, pour pousser un peu plus les graphismes, la matérialité, un effet un peu plus réel, et un très peu de temps. Voilà, on peut voir une différence. On peut aussi jouer sur l'ambiance.
Par exemple, dans notre agence, on fait beaucoup de projets végétalisés. On peut utiliser, et on le fait sur nos projets, d'utiliser l'AI pour voir un peu la vie du bâtiment sur les 4 saisons. Or, ça peut être fait de façon un peu simple, sans information supplémentaire. On peut très bien indiquer les espèces, on peut indiquer la position géographique du projet à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous sortir un vrai rendu. Et ça, ça peut paraître pas important, mais nous, ça arrive assez souvent de parler avec les directions d'urbanisme et aussi de voir justifier nos projets végétaux. Il faut qu'on sache raconter que le bâtiment sera végétalisé pendant l'hiver, ou si ce n'est pas le cas, que les bâtiments soient quand même jolis et appréciables par les citoyens. Et sinon, voilà, pour rentrer un peu plus dans le détail, effectivement, on peut donner des images brutes, pas trop définies, faire des upscaling, donc avoir plus de détails. Voilà, là, il est totalement capable de le faire, de nous assister. Et pour conclure sur cette partie, effectivement, on sait aussi transformer des images de nos autres projets en vidéo, toujours dans un scope de visualisation, de communication, pour mieux raconter nos histoires. Et on s'arrête là. Et comme vous le voyez, ce sont des outils que nous utilisons au quotidien, que nous commençons à développer aussi en interne pour avoir les contrôles de la machine en quelque sorte. Mais comme vous avez vu dans les exemples, en aucun cas on met de côté notre créativité, notre apport humain. Parce qu'on considère à ces stades d'avancement de l'intelligence artificielle en architecture que l'apport humain, c'est les facteurs clés qui nous permet de créer toujours des projets pleins de bonheur et d'aventure. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions ou il y a un temps de questions dans la... Merci pour cette présentation qui montre d'une certaine manière finalement que grâce à la manipulation des données dont vous avez finalement l'habitude depuis de nombreuses années, vous êtes prêt aussi au passage de l'accompagnement IA, et donc tout ça finalement est plus une continuité, peut-être une rupture qui va permettre effectivement de continuer. Je ne sais si on a un petit peu de retard. On a un petit peu de retard, enfin, pour reprendre tes propos de tout à l'heure, l'intelligence humaine nous a stimulé largement les neurones, et merci encore une fois aux premiers intervenants. Je propose une mini-pause qui va nous vitaminer les neurones là aussi, et puis préparer vos questions, puisqu'il y aura effectivement un temps d'échange dans la seconde partie. Un petit quart d'heure. Oui.